D'abord, merci vraiment à Christian Laval, Pierre Darnaud et tous les groupes de Genasse. C'est un plaisir énorme d'être ici. Je fais comme j'ai appris avec le français. J'ai dit d'abord que je parle. Donc, je parle de moi-même. Parce que si je travaille au centre d'études stratégiques, j'ai aidé à fonder et coordonner le centre d'autres études. C'est important pour moi de renforcer que je parle de ma vision personnelle, de tout ce que j'ai vécu proche du gouvernement fédéral du Brésil. Je travaille il y a 15 ans dans le domaine de politique des sciences et technologies. Et c'est important de dire que quand je parlerai de l'État et du gouvernement, je parle surtout vraiment du pouvoir central du Brésil, du gouvernement fédéral, et surtout du pouvoir exécutif, parce que ça a beaucoup de différences entre les municipalités, les États et le gouvernement. Donc, je vous parle un peu de transformation et des contradictions au sein de l'État brésilien dans ces dernières 2 décennies, en fait, et surtout sur le politique publique de sciences et technologies. Au Brésil, quand on parle de sciences et technologies, il y a aussi un domaine d'éducation supérieure, bien sûr, bien que, différemment de la France, le ministère sont différents. Il y a un ministère de l'éducation qui concerne toute l'éducation formelle, l'éducation de petite jusqu'à l'enseignement supérieur, et le ministère des Sciences, Technologies et Innovation. L'innovation est venue après, qui concerne surtout la recherche, mais aussi des bourses de formation, de doctorat et master et tout ça. Donc, la première chose, c'est que j'ai l'impression que la société brésilienne ne se reconnaît plus. On entend ça tout le temps. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous ne reconnaissons pas les opinions des autres? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Et c'est beaucoup de choses qui est là-dedans. Je vais essayer de parler un peu au sein de l'État, qu'est-ce qui me semble que s'est passé dans ces dernières années, et comment l'ascension de l'idéologie maintenant ultralibérale sur les politiques publiques a vu naître ses racines. Et comment les alternatives qui semblaient naître et grandissent dans le début des années 2000 ont été suffoquées successivement, et maintenant on a un peu l'impression qu'on va prendre beaucoup de temps pour le reconstruire. Donc le développement scientifique et technologique du Brésil, bien que nous sommes un pays en voie de développement, a été notable. C'est important de retenir ça parce qu'on a vraiment réussi à construire des choses très importantes dans le dernier siècle. On a eu la Petrobras encore, avec des investissements en recherche et développement très importants, avec des innovations technologiques, des hautes technologies. On avait en fait l'Embraer, qui vient d'être vendu, en fait. On a une grande entreprise de recherche sur l'agriculture, l'Embrapa. On a développé de biocarburants, l'éthanol, des cannes à sucre. On a construit une architecture très moderne, la ville de Brasilia, donc de politique publique innovatrice et bien reconnue dans le monde, comme le programme Fomizer, qui a beaucoup été reçu beaucoup de prix et tout ça. Donc, dans le domaine des sciences, bien que nous avons été toujours une société vraiment inégale, nous avons réussi à faire des choses très importantes. Et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le développement scientifique et technologique du Brésil, il est même reconnu comme un axe du développement national il y a longtemps. La Constitution de 88 reconnaît le développement scientifique comme une obligation de l'État. Il est inscrit comme une obligation prioritaire de l'État et qui doit être faite en versant le problème national. Donc, ça semble un peu évident, mais il faut renforcer à ces moments que donc, investir et défendre la science-technologie nationale,
ce n'est pas un choix d'un gouvernement de gauche ou d'un gouvernement de droite. Et à ce moment-là, je renforce cela, il est important de dire qu'il est à la Constitution, c'était partie de notre pacte social, en fait. Bien sûr, comme tout le développement national du Brésil, la production scientifique a été bien concentrée et marquée par des inégalités territoriales, sociales aussi. Donc, elle a été développée surtout au sud et au sud-est du pays, dans des centres on dit souvent des centres d'excellence, mais comme si les autres n'étaient pas d'excellence, mais c'était parce qu'ils étaient plus liés au développement scientifique international, avec une coopération internationale beaucoup importante aussi. Et ça, c'est commencé à changer dans les années 2000 avec l'ascension de la gauche. Le politique public de l'État, dans ces moments-là, au premier gouvernement de Lula surtout, mais aussi avec Dilma, mais ça a commencé déjà à changer, comme vous le savez, il a fait de grands efforts de redistribution de revenus. On a réussi à augmenter un peu le salaire minimum, on a fait des investissements dans l'investissement public, dans l'infrastructure sociale et tout ça. On a eu un protagonisme du pays à la scène internationale, donc cette coopération a été bien évoluée aussi, et aussi moins attachée à la vision des États-Unis. On a protagonisé un effort d'alliance du peuple du Sud, et ça c'est très important, et je crois un peu que cela a aussi une de liaison et de raison qui avait des efforts internationaux, si je peux le dire comme ça, pour aider à la chute de la gauche, parce qu'il y avait vraiment un essai de redistribution de pouvoir dont le Brésil jouait un rôle important. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas seulement un gouvernement nouveau, différent, avec un leader qui n'était pas des élites et tout ça, qui faisait des politiques publiques plus à gauche et plus directionnées aux populations avant plus marginalisées. C'était aussi la conception et la formation de l'État, et je parle surtout, encore une fois, du gouvernement central, du pouvoir exécutif, qui a changé. Parce que, à côté de ces politiques publiques plus démocratiques et plus ouvertes aux populations marginalisées, le place, par exemple, de concours publics ont été réservés une petite partie pour ceux qui étaient noirs, indigènes, plus pauvres. Donc, on a aussi changé la formation de l'État en soi-même, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement, l'État a besoin toujours de la bureaucratie, c'est toujours le gouvernement, ça veut dire ceux qui ont été élus et les gens qu'ils emportent, mais aussi le fonctionnaire public. Et ça a été bien évident. Donc, je ne me souviens pas quel collègue parlait de le gouvernement des mâles blanches et riches et des villes, comme ça, c'est vrai. On a vu pendant le début des années 2000 cet changement. On pourrait voir dans la formation de gouvernement des femmes, des indigènes, des artistes, des gens très différents, que les élites, bien sûr, regardaient un peu comme ça. Et même la gauche, parfois, la gauche un peu plus conservatrice, je peux dire, disait un peu, je me souviens, ces femmes-là au gouvernement, ces gens un peu étranges là au gouvernement, parce qu'il y avait vraiment une différence de composition de l'État. C'était pas question, bien sûr, qu'on a tout changé, pas du tout, vous savez, sinon on n'était pas comme ça. Mais il y a eu vraiment une transformation de cette formation de l'État à côté des transformations de politiques publiques en soi-même. Et les politiques publiques des sciences et technologies ont bien sûr répondu à cette transformation, Donc,
Dans le domaine, par exemple, des universités, je crois que Milton et Martial peut-être vont parler un peu de cela aussi, on a eu une augmentation des institutions, des universités vers l'intérieur du pays. Donc, ce n'est pas seulement d'augmenter les ressources pour toutes les universités. Il y a eu de nouvelles universités à l'Amazonie, au extrême sud, en arrière-pays, de lieux où il n'y avait rien de science en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a pu aussi incorporer des populations qui ne pourraient pas ou ne voulaient pas aller à São Paulo, et c'est difficile aussi, mais il y avait plus d'universités proches d'eux, avec plus de places, et avec des places parfois réservées à ces populations marginalisées avant. Et cela est très important. Aussi, les dépenses du ministère des Sciences et Technologies et du ministère de l'Éducation vers les bourses d'études, le prix pour de chercheurs, les ressources de recherche basiques, appliquées, n'importe quoi, c'est a beaucoup grandi aussi. Ça veut dire, encore une fois, que ce n'était pas seulement la science que s'élargissait vers pour incorporer les populations. C'était aussi d'incorporer une autre vision de science, de connaissances, de savoir. Et je crois que c'est un peu cet effort de démocratisation et élargissement de la vision de science et de la vision de pays, cet imaginaire de pays qui a aussi contradictoirement renforcé le problème que nous avons aujourd'hui d'une fragmentation de la vision du pays, de la conception de quel est le but de la nation, de quel est notre projet national. Parce que quand on a donné des voix et on a reconnu qu'il y avait d'autres populations qui ne parlaient pas avant, et quand on a reconnu que peut-être l'histoire, ce n'était pas cette histoire officielle de mélange des races, très pacifique, et tout s'était très bien passé tout le temps, on a reconnu ça, mais ça nous a fragmenté un peu. La démocratie, quand on a resté plusieurs siècles de temps d'inégalité, quand on incorpore ce type de vision, bien sûr les visions sont fragmentées. Il y avait encore une partie de la gauche que disait le problème des minorités et ces discours-là, elle va contre le développement national. Mais quel développement national? On faisait un développement national pour une petite partie, on essaie ou on rêvait d'un projet national plus divers, plus démocratique, mais il faudrait les accueillir et les entendre aussi. Donc, démocratie et fragmentation des visions et d'esprit national sont venus ensemble. Et ça, je crois que c'est une des principales contradictions qu'on doit retenir en main pour essayer de comprendre un peu que ce soit ce qui se passe en ces moments-là. Donc, je reviens sur la politique des sciences et technologies. Donc, on avait cet espace, et je suis tout à fait d'accord avec Salama, je ne sais pas s'il est là encore, qui, bien sûr, c'était possible, car on avait un moment économique qui était bien, donc on avait plus d'argent et on pouvait les distribuer d'une façon un peu différente. Ça veut dire, je ne touche pas les centres de recherche, la façon traditionnelle est importante et qu'il y a eu beaucoup de réussite aussi dans la politique scientifique technologique, mais on peut incorporer ces autres universités, on peut incorporer ces autres populations parce qu'il y a pour tout le monde. Le conflit distributif de ces moments-là, au milieu, et jusqu'à la première décennie, 2 années et demie, était bien réglé. Donc on ne sentait pas le conflit très évident, comme on voit au moment des crises, comme on voit maintenant. Donc au sein de la politique sciences-technologies, on a eu ce côté démocratique et tout ça, mais dans le discours, et le néolibéralisme c'est génial, parce qu'il a réussi à maintenir un discours et une logique chaque fois plus fort de défense
du capital, des grandes entreprises et tout ça, mais ça va parce que les autres se sentaient aussi bien incorporés, mais c'était pourquoi? Mais on va continuer à donner des argent aux entreprises. Pourquoi? Parce que ce il nous faut au Brésil, à l'économie brésilienne, c'est plus de compétitivité, c'est plus de performance, c'est toujours voir les investissements, pas de dépenses. Cette question de dépenses et des vers investissements, c'était toujours beaucoup fort. Donc, le dépense vers la formation de ressources humaines, c'est un investissement. Parce que si c'était en dépense, c'était un peu compliqué, c'est mieux de ne pas toucher ça. Mais c'est important parce que le marché, il veut des gens bien formés, bien élevés. Et peut-être il faudra qu'on fasse de petites modifications dans les curriculums pour que le marché reçoive mieux ces gens et tout cela. Donc, on a maintenu ces deux logiques. Mais quand la crise est venue, qu'est-ce qui se passe? Il faut renforcer l'économie, surtout, donc on va diminuer tous ces côtés plus démocratiques, on va retirer l'argent de l'université, surtout parce que les universités, comme vous savez, il y a plein de gens de sciences humaines, de sciences sociales, et les arguments toujours, c'est que sont des communistes, ce sont des gens très dangereux, et en fait, c'est pas de la science, c'est pas de la science, c'est l'argument qu'on entend toujours aujourd'hui. Je peux le temps, je vais passer un peu plus vite. Donc, ces idées de renonce fiscale, de renforcer l'innovation, au début, l'innovation et la technologie devant la science a été bien renforcée dans les dernières années, surtout après le coup d'État, parce qu'il faut dynamiser l'économie. À côté de ça, on a commencé à criminaliser les politiques publiques. On a fait une judicialisation des politiques, donc c'est aux institutions de contrôle et parfois même aux législatifs de dire ce qu'on peut et ce qu'on peut faire de politique publique. Ça, c'est très dangereux aussi et on voit ça tout le temps. Donc, même les aides aux entreprises nationales maintenant sont questionnées parce que l'innovation n'est pas venue. On donne l'argent aux entreprises nationales et pas aux entreprises étrangères. Non, c'est pas de la compétitivité. Il faut refaire tout ça. On avait bien sûr des autres problèmes internationaux avec l'OMC et tout ça. Donc, on a d'abord allé vers la science, les sciences sociales, puis les sciences en général, d'abord même vers le politique de renforcement des entreprises et de l'innovation du côté national. Donc, on risque vraiment de tout perdre. Plus d'un siècle, en fait, de sciences technologiques qui étaient plus limitées, après un peu mieux le développement national, mais on a vraiment risqué de tout perdre. Si j'ai 3 minutes? 2 D'accord, deux idées clés, très vite, et après on les discute. Je crois que ce qui nous manque vraiment en ces moments-là, c'est un rêve commun. On a perdu le référence. Il nous faut vraiment reconstruire un rêve commun, l'idée d'un avenir commun, encore une fois, et ça va être vraiment difficile. Je crois dans les domaines international et national que l'idée des objectifs de développement durable sont une idée forte qu'on doit le renforcer parce que dans les objectifs de développement durable, on a cette idée de réduction des inégalités et ça est très important dans un moment où la légitimité des politiques qui vont contre les inégalités sont vraiment questionnées et attaquées tout le temps au Brésil. Donc je crois que les ODD peuvent nous aider à avoir un espace international de discussion d'un côté. D'autre côté, je crois que les universités, même si elles seront sur attaque et suffoquées en termes de financement, sont un espace dont on doit vraiment résister, et résister pas seulement dans le discours de résistance, mais de maintenir et garantir un espace de démocratie, de débat. Il faut garantir qu'on peut encore discuter des alternatives et des voies différentes, des visions différentes, ça est vraiment intéressant.
est important. Et à la fin, je suis tout à fait d'accord à ceux qui parlent de l'importance de l'art. Je crois que l'art, parfois, sont une façon de renforcer la vision du peuple, d'une société, d'une façon différente que notre discours de scientistes et de politologues, parfois, qui sont difficiles à la population. L'art a la capacité de sensibiliser. Et donc, je sais que c'est fini. Et je vais finir donc avec, en portugais, pardon, parce que traduire ce serait très difficile, une petite partie d'une musique de Chico Buarque, qui était un grand artiste brésilien, qui a été vraiment attaqué dans ces contextes de gauche, de communisme et tout ça, parce qu'aux années 60, il y avait une musique qui s'appelle Roda Viva, et que je crois qu'elle est très symbolique, parce qu'elle a une petite partie qu'elle dit comme ça: a gente vai contra a corrente até não poder resistir, e na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. C'est ça, je vais finir pour respecter le temps. On va devoir poser quelques questions sur la situation de l'université publique au Brésil dans ce contexte, pour qu'on pourra penser ensemble. Bon, le 14 février, les autorités ont signé sous des flashs un communiqué à la presse et un tweet du président, un protocole d'intention visant à enquêter sur des délits supposés commis par les précédentes administrations du ministère de l'Éducation, la Lava Jato da Educação. Au bruit de l'annonce ne correspondent pas les informations sur sa base ni les démarches à suivre, ce qui rallume le soupçon de l'utilisation des moyens juridiques à des fins politiques. Un cas récent impliquant l'Université fédérale contribue à ces sentiments. De manière résumée, dans une enquête sur le détournement des ressources publiques de l'Université fédérale de Santa Catarina, la police fédérale arrête les enseignants et les présidents de l'université sous l'accusation d'entrave au processus. Libéré, il est interdit de retourner à l'université. 18 jours plus tard, ce président se suicide dans un centre commercial avec une note dans sa poche. Je cite: « Ma mort a été décrétée au moment où j'étais banni de l'université. » Une demande d'enquête sur l'abus de pouvoir de la part du chef responsable des arrestations est refusée. Des bannières et des discours protestants contre l'opération à l'occasion de l'anniversaire de l'université ont conduit le ministère public fédéral à dénoncer le nouveau président de l'université et son chef de cabinet pour avoir offensé l'honneur fonctionnel du chef de l'enquête. La Cour a rejeté la dénonciation 2 fois. L'enquête n'est pas arrivée jusqu'aujourd'hui à une accusation formelle contre les enseignants exposés comme suspects. L'action, jugée désastreuse, est revenue à la mémoire de tous à cause de la nomination par le ministre Sérgio Moro du chef responsable en tant que conseiller du COAF. Le COAF, c'est un organe important d'analyse des transactions financières présumé d'être considéré comme criminel. Mais la transformation de l'attaque contre l'université publique en une stratégie prioritaire du gouvernement actuel ne peut pas être comprise ni expliquée uniquement à la lumière des facteurs externes. Par contre,
il ne suffit pas de convoquer le discours en défense de l'université publique, si gonflée et épuisée par ses usages et ses abus, vidée au fil des ans. Des mesures et des propositions les plus diverses ont donné leur soutien phraséologique. Les réformes qui supprimaient clairement le caractère public de l'université étaient appelées au fil des années au nom de l'université, plus précisément de sa supposée modernisation. On le sait bien, c'est encore aujourd'hui la défense de son centre de production en tant qu'organisation sociale, de son existence établie. Du consensus moral qui mobilise passion et conviction pendant des décennies autour de l'idéal de l'université publique, sans toutefois impliquer des forces normatives réelles de transformation démocratique, les conflits politiques est de plus en plus abandonnés à la marche et relégués à ses critères, les marginaux de l'université. Cette figure, de plus en plus visible par la contrariété et souvent par l'aversion qu'elle génère habituellement. C'est important de préciser le sens de ce terme. Tout d'abord, rien d'étonnant sur le fait que ce nouveau personnage a été perçu et souligné précisément au moment d'une plus forte inclusion sociale dans les universités publiques fédérales. Il était à prévoir que le système public historiquement élitiste réagirait fortement à la modification des critères d'accès et de profit des étudiants. L'émergence de nouveaux sujets collectifs a apporté de nouvelles orientations politiques liées plus directement à la lutte pour garantir des conditions matérielles et symboliques permettant aux étudiants de rester à l'université. L'inclusion sociale n'a pas été limitée à l'effet de l'extinction du système public. Elle a tout d'abord constitué un puissant vecteur de politisation dans les universités fédérales. L'université, jusque-là socialement reconnue comme une institution centrale dans la formation d'importantes fractions de classes économiques et culturellement hégémoniques, est désormais perçue comme modulant les revendications sociales récentes exprimées par des groupes auparavant exclus de l'IRACEL. Ces deux vecteurs sont de plus en plus en conflit, donnant un nouveau sens au système universitaire. C'est précisément contre cette configuration que le gouvernement Bolsonaro dirige son arsenal d'attaque. Malgré... Oups, non. La deuxième fois. Malgré cette configuration récente, la figure des marginaux n'est pas une conséquence immédiate ou exclusive de l'expansion du système public et des programmes et mesures d'inclusion sociale qui l'accompagnent. C'est aussi le produit d'une lente construction politique interne à l'institution qui pourrait toucher des individus issus de tous les segments des communautés universitaires. C'est-à-dire, les choix de l'université publique comme l'une des cibles privilégiées de la répression politique, déchaînée par l'impeachment de la présidente Dilma Rousseff et annoncée aujourd'hui comme l'un des piliers du bolsonarisme, repose totalement sur cette construction. En mimétisant le marché, l'université a naturalisé la concurrence et le productivisme. La conduite néolibérale n'était pas seulement valorisée. Elle a conféré une intelligibilité au processus de modernisation institutionnelle. C'est ici le point névralgique du problème. À la fin de la dictature et pendant la transition vers le changement du régime politique, les mouvements en faveur de la démocratisation et les réformes liées à la rationalité néolibérale étaient simultanés de l'enseignement supérieur public brésilien, un phénomène opposé à celui observé dans la plupart des autres secteurs. La structuration de l'autonomie du champ de la recherche scientifique, qui impliquait l'expansion concurrentielle et la stabilisation
des critères d'évaluation du système a coïncidé avec la politisation généralisée de la période. L'hégémonie du discours managérial a pris ici son impulsion politique décisive, sans manifester aucune diction qui pourrait suggérer l'orientation néolibérale de ses effets. Le comportement concurrentiel et productiviste est entré dans les universités publiques par les fissures d'un État qui devait être démocratiquement refondé. Le système a donc présenté à ce moment-là le double visage d'un projet de refondation démocratique et de la structure programmatique du néolibéralisme. Je vous donne un épisode révélateur, symbolique, très symbolique. Le 21 février 1988, l'année de la promulgation de la Constitution fédérale, le journal Folha de São Paulo annonçait en première page la nouvelle. La OSPI, c'est l'Université de São Paulo, liste les improductifs. Dans le corps du texte, l'information selon laquelle une enquête réalisée par la présidence de l'université a montré que 25% des enseignants n'avaient rien publié entre 85 et 86. La liste est publiée avec les noms complets des enseignants et l'éditorial des improductifs de l'OSPI déclare que, je cite, les débats sur les critères d'évaluation de l'université brésilienne se posent avec toute son urgence et sa complexité, dans la mesure où le résultat est inexplicable, symptomatique et choquant. Fin de citation. Revenons au temps présent. Dans le contexte d'aggravation de la répression et persécution idéologique que nous vivons, les conflits politiques reviennent au centre de la scène. Mais pour être purifiés de ces qualités et pour que les uns des protagonistes se fassent éliminer. Utopie sinistre d'un centre sans marge. D'où la conversion des marginaux de l'université, figure initialement politique, en figure du délit. C'est ce tournant qui révèle l'essence stratégique plus profonde de la définition de l'université en tant que site politique. Ce n'est pas simplement une menace contre son existence. La reproduction de l'université en tant qu'organisation est fondamentale au fond de l'extrême droite car elle permet aux actions de répression politique de se répercuter davantage, alimentant ainsi les processus de persécution des groupes individus déjà qualifiés comme cibles. Il n'est plus permis d'être naïf. Si l'objectivation du sujet du délit est nouvelle, la qualification des groupes et des individus en tant qu'objet de contrôle appartient aux mécanismes les plus courants de l'administration universitaire établie et consolidée depuis la redémocratisation du pays. Lorsque l'université est durement frappée par l'intensification de l'autoritarisme du gouvernement et d'autres pouvoirs, ce processus d'identification, de classification, d'objectivation a déjà acquis une forme discursivement démocratique. Il y a une histoire à raconter sur la résurgence du contrôle politique exercé au sein de l'université publique avant la montée de l'extrême droite, menée sous le prétexte d'excellence académique et de gestion rationnelle des ressources publiques. Dans des situations plus extrêmes, la forme administrative de la répression politique n'hésitait pas à ressusciter les dispositifs légaux en sommeil depuis la fin de la dictature militaire. Des enquêtes inquisitoriales ont été engagées et des procédures administratives ont été entamées afin d'étouffer les mouvements de protestation en impliquant l'expulsion d'étudiants, le licenciement illégal des syndicalistes et la lourde pénalisation des enseignants. À cela s'ajoutent les recours croissants à la police pour réprimer les manifestations politiques dans l'espace universitaire. Cependant, il faut les registrer. Il y a eu des voix dissidentes.
qui était très précise dans les diagnostics. Si l'université a recouru en dernier ressort à des éléments externes et excessifs pour résoudre son conflit interne, rien ne peut empêcher l'effondrement de son autonomie. Pendant les années de relative normalité démocratique, l'université publique s'est préparée à un changement définitif, qui ne pourrait être réalisé que par l'action efficace d'un agent externe. Là où ils attendaient les marchés, c'est l'État autoritaire qui arrive. Dans ces conjonctures, les initiatives d'action et pratiques de résistance qui rassemblent des groupes dedans et dehors de l'université se sont révélées être des espaces politiquement productifs pour faire des propositions au-delà des luttes proprement universitaires. Ces espaces peuvent redéfinir la place de l'université, parmi d'autres également mobilisés pour créer et inventer les moyens de réaffirmer une société vraiment démocratique. On croit que ce colloque, c'est une belle opportunité, une belle occasion pour faire ça. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier à Aude et à tous les organisateurs et aux organisatrices pour cette invitation. Et je dois m'excuser parce que ma demande de la langue, c'est pas bien. Donc, je vais lire un petit texte. Je vais conclure sur la relation entre le néolibéralisme et la politique de drogue au Brésil. Et je profite pour remercier aussi à Marcel Thibault, je ne sais pas, c'est là. Parce que par cette réflexion, je dois à vous livre. Il est indéniable que les drogues, celles considérées illicites, occupent le centre du débat au cours d'un certain malaise contemporain. L'association du mot drogue à la dépendance, ou même à la sensation de perte et d'insécurité, est imprimée dans les contenus de la presse brésilienne et continuée dans les traitements, surtout des campagnes anti-drogue. Dans ces billets, des slogans comme, entre guillemets, dites non à la drogue ou, entre guillemets, crack, c'est possible de les combattre. Ce sont titres de campagne proposés pour le gouvernement fédéral brésilien dans le soutien de la politique de combat à l'utilisation de drogue. Ils sont des signes de production de ces malaises qui cachent des intérêts politiques et économiques. Ils sont aussi des expressions des politiques de combat du contrôle qui visent surtout aux gérances de vie. Mais qu'est-ce que c'est un homme en tant que drogue? Quel est le sens de ce qui se comprend en tant que drogue? Il serait possible de dire que la drogue, en tant qu'objet, assume deux formes en même temps, celle des marchandises et celle des dispositifs de contrôle. En tant que marchandise, dans le sens marxiste du mot, la drogue se constitue comme produit de travail, avec les valeurs d'usage et les valeurs d'échange. Cependant, c'est dans le champ discursif, conçu dans le fétichisme de cette marchandise, que l'objet drogue est ratifié en tant qu'une problématique socialement produite. Ce qui est observé, c'est que le problème de drogue se constitue moins en raison de ses caractéristiques matérielles, fondées sur la notion de risque, toxicité, danger, c'est-à-dire par une nocivité inhérente aux substances psychoactives considérées illicites, et plus par les intérêts politiques et économiques. Nous arrivons ici à l'objet drogue en sa deuxième forme, en tant qu'un dispositif de contrôle. À partir d'un partage moral entre les biens et les mal, qui s'attendent dans la séparation entre les drogues licites et illicites, un jeu de forces politiques se déroule où les fausses constructions que la drogue et les risques sont étroitement associés à ce modèle et qu'il aboutira dans les quelques dispositifs de contrôle de la population et dans la légitimation des pratiques de soumission, racisme et
criminalisation. Bien, la drogue, comprise en tant qu'un dispositif, attrape des corps et des subjectivités. C'est impossible de ne pas considérer l'effet d'objectification de ces corps qui, tel partage moral reconnu par les discours scientifiques et aussi par les discours juridiques, produira. Les pratiques associées à la consommation ou au commerce considérées mauvaises contaminent le sujet, les utilisateurs et surtout les trafiquants qui seront saisis comme diaboliques, imprégnés par les mauvais caractères, vagabondes et inutiles. Cette production discursive sert à la création de dispositifs de contrôle qui ont comme but la réjection de tels sujets du corps social, un vrai processus d'objection sociale. Au Brésil, l'interdiction de la production, de la commercialisation et de la consommation de drogues illicites s'effectue dans une pratique statale violente et de race qui conduit surtout les Noirs et les pauvres à la prison ou à la mort. Les croisements entre les corps et la substance résultent de la production des sujets à la marge, dont l'inscription dans l'espace public peut se produire seulement au bord de la périphérie. Mais enfin, comment l'État brésilien se comporta-t-il avec ces marges? Si d'un côté, la considération du dispositif de drogue s'y manifeste en politique qu'il supporte illégitime, une vraie opération de guerre pour éliminer ceux qui vivent à la marge, de l'autre côté, c'est vérifiable que l'utilitarisme économique néolibéral n'ira pas s'empêcher à transformer des corps abjets dans les objets de marché. Dans ce sens-là, les corps qui sont à l'avance considérés improductibles, mauvais pour le bon développement du travail et par conséquent contraires à l'entretien des principes de l'ordre du capitalisme, sont objectifiés et capturés par la logique du système de production inclus dans la dynamique du capital. Comme il y avait signalé par Vaca, le traitement de la marginalité urbaine dans la société contemporaine est basé par la construction d'un État pénal, par une redéfinition des politiques de sécurité publique. Donc, il y a bien clair avec les supposés d'objets de la marchandise, drogue, on se transforme dans un problème de sécurité publique fini par couvrir la relation perverse qui liera les corps objets avec l'idéologie du système de production. Mis à la marge pour être capturés par ceux qui l'abandonnent, les utilisateurs et les trafiquants s'y tournent dans un ensemble de corps utiles et productifs au système capitaliste, par voie, par exemple, l'exploitation de sa main-d'œuvre déguisée par l'idée de l'activité de travail avec des bouts de résocialisation dans les prisons, mais principalement en marchant comme des objets de la société de marché, des corps dociles et utiles pour la création des postes de travail, directs ou indirects, dans les champs de la sécurité publique, de la santé et de l'assistance sociale. Là, c'est nécessaire d'insister qu'il s'agit de corps objets qui mobilisent une implication de budget significative, non pas pour son inclusion sociale, mais justement pour son élimination. Terriblement, le scénario politique brésilien nous empêche de reculer face à telle formulation. Nous avons un président élu dont le principal symbole de sa campagne s'agit d'un geste qui simule avec ses propres mains une arme, un président qui a nommé 46 militaires pour des postes stratégiques et qui, déjà au 31er jour de gouvernement, réalise une migration étroitement ancrée dans une politique bellique. Les premières actions de grand impact national prises par le président a été justement la signature d'un décret qui flexibilise la possession des armes par les civils au Brésil. Récemment, le ministre de la Justice a annoncé un ensemble d'actions nommées comme l'ensemble anti-crime qui, au cas où ce soit approuvé,
certainement va résulter d'une croissance de la population carcéraire brésilienne et aussi la légitimation de plusieurs morts réalisées par des policiers dans l'exercice de ces fonctions. Selon les nouveaux secrétaires nationaux de sécurité publique, il s'agit des actions qui visent surtout, entre guillemets, tuer la faction criminelle par inanition. Et on pourrait ajouter ici par munition. La puissance génocide en cours se croise à la puissance d'un programme ultralibéral. Les actions des chefs Taurus, les programmes productifs d'armes brésiliennes, accumulent déjà une croissance de 82% en considérant seulement les 15 premiers jours de cette année. Une politique bellique fondée dans une symbiose entre les marchés de sécurité et la sécurité pour les marchés ne se réalise pas avec telle force sans l'applaudissement d'une société punitive. Les pouvoirs de tuer, soit par les biais des fauchés de vie, soit par les expositions à des risques, des emprisonnements, des absences ou des réjections, est dans un continu dont l'objet de drogue respecte une fonction importante. Nous ne pouvons pas nier, comme il est bien signalé par Didier Fassin, les autres revenus politiques que l'introduction des sentiments moraux comme mesure pour l'exercice du gouvernement possède dans le monde contemporain. Transformer en menace imminente, les utilisateurs et les trafiquants justifiant la création des dispositifs de sécurité qui sont actionnés au nom de la vie protégée, de telle façon que pour faire vivre quelques-uns, laisser mourir les autres. Il s'agit d'un état d'exception dans lequel le pouvoir estatal joue de manière homicide au nom de la multiplication de la vie de ceux qui s'y prétendent faire vivre et de la croissance exponentielle des chiffres monétaires des entreprises privées. Je crois que démasquer les subterfuges produits dans le trame néolibéral fait partie d'un engagement éthique politique pour la construction d'un avenir autre, libre, ou au moins critique au déterminisme qui légitime la ségrégation, la exclusion, la tuerie de ceux qui contingentement ont inscrit les corps à condition de l'objet. En ce qui concerne les champs de drogue, c'est urgent mettrait fin à la fallacieuse et nuisible politique de guerre. C'est un période de progrès législatif de façon à légaliser et donc régulariser la production, la commercialisation et la consommation de toute drogue. C'est un impératif résister dans les plis du système au triomphe du marché, au écrasement du capital sur la vie humaine. Merci. Alors, il y a une chose qui me semble très importante à discuter en ce moment, parce que tout le monde parle de la crise politique, de la crise économique, et je pense qu'il y a un processus qui s'organise même à gauche et qui nous donne beaucoup de préoccupations. Pourquoi? Parce qu'il est en train de soulever, de remettre en place, mieux dit, de vieux fantômes de l'époque des années 60-70. Je parle sur exactement le danger de la reproduction d'une politique nationale populiste. Certains secteurs de la gauche brésilienne est en train de réfléchir sur cela et avec cette même préoccupation, ils sont en train de mettre en place des dispositifs théoriques, politiques qui nous font voir des choses qui, à mon avis, n'existaient plus. Alors, ce matin, il y a eu un mot qui a parlé beaucoup des aspects politiques. Il y a Salama qui a dit qu'il n'était pas marxiste réflexe.
c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la politique comme un réflexe immédiat de l'économie, mais en même temps, c'était lui qui nous a appris, à l'époque des années 70-80, qu'il n'y a pas dans le capitalisme du dédain et du dehors. C'est-à-dire le capitalisme est un système mondialisé. Et à ce moment-là, il faut bien penser qu'il y a des particularités au Brésil, en Amérique latine et partout dans le monde, mais en même temps, il y a un mécanisme dominant qui perpasse par toutes les régions de la planète et qui transforme la politique dans tous ces niveaux. Alors, il faut parler, bien sûr, dans la longue durée, mais il faut penser le moment dans lequel nous en sommes. Je pense que nous sommes, particulièrement au Brésil, dans un moment transitoire. Ça veut dire que c'est un moment de changement des formes de domination du capital, du grand capital fictice, et cela se reporte à la politique de manière aussi particulière. Avant les élections, et tout l'impeachment, coup d'État, a été mené parce qu'il y avait un parti politique qui essayait de gagner les élections pendant plusieurs tentatives, 3 tentatives si je me rappelle bien, et je parle directement du PSDB, il n'a pas réussi. Alors, c'est très important de remarquer ça, parce que, à mon avis, le PSDB, c'est le grand représentant au Brésil, le mieux adapté du grand capital financier international. Et si je parle du capital financier, je parle pas seulement de la banque, je parle de l'industrie, du commerce, de l'agro-industrie, même du secteur du service, du secteur de culture, si on peut dire, comme la Rede Globo de télévision. Alors nous sommes dans un nouveau monde, si on peut dire, avec le vieux monde derrière, parce qu'il y a tout un héritage de l'époque coloniale et qui a passé pendant le XXe siècle sans qu'on ne réussisse pas à s'y débarrasser. Alors, en quoi consiste cette nouvelle domination? Il faut penser qui nous sommes. Quel est le contenu de la crise mondiale, à mon avis? Nous sommes avec une masse gigantesque de capital argent, qui ne trouve pas de place dans la production directe, ils ne trouvent pas de place pour investir directement dans l'agriculture, dans l'industrie et dans plusieurs autres secteurs. Ils ne trouvent pas de place parce que le marché est limité, mais ce n'est pas seulement pour cette raison, c'est parce qu'il y a une crise qui impossibilite, cette crise, c'est une crise de reproduction du capital qui impossibilite qu'il puisse trouver du profit d'une manière classique. Alors, à ce moment-là, il faut trouver des manières pour compenser toute cette impossibilité d'investissement direct et de trouver du profit à partir de l'exploitation de la force de travail et pourtant de la plus-value. Alors, il faut promouvoir un transfert de tous les secteurs qui ont déjà accumulé, soit des richesses, soit du capitaux, et en même temps, sous la forme de rentes, si on peut dire, d'argent qui est dans les trésors de l'État ou qui est dans la banque, mais qui provient, par exemple, de la sécurité sociale. Nous sommes en train de voir tout un programme économique qui va dans le sens de la privatisation de la sécurité sociale au Brésil, mais ce n'est pas une nouveauté parce qu'il y a eu aussi bien au Chili et dans plusieurs pays en Amérique latine, mais dans d'autres pays au monde aussi, ne parlons pas des États-Unis. Et alors, nous sommes là-dedans dans un centre d'accumulation d'argent, au moins, si on peut dire, parce que ce ne sont pas des capitaux, ce sont d'argent qui ont été retirés de la force de travail
ou même des capitalistes par les biais des impôts, par les biais de plusieurs formes que l'État est capable de le faire. Et alors, on demande que cet État lâche cet argent pour le grand capital financier. Et le grand capital, pourtant, c'est le noyau dur du capital financier, c'est le capital fictif. Celui qui n'a pas besoin de passer directement, c'est le nec plus ultra du capitalisme mondial aujourd'hui. Alors, c'est la base, si je peux dire, du néolibéralisme. Et à ce moment-là, il faut penser pourquoi je parle de populisme, de national-populisme. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas une base sociale qui puisse soutenir, comme il y a des collègues qui soutiennent au Brésil, en Amérique latine, qu'il faut réorganiser la gauche sur la plateforme d'un programme national. Il faut réinventer le nationalisme en Amérique latine, tout inspiré par l'expérience du Venezuela qui est en train de faire faillite. Et alors, je soutiens, et alors c'est un système d'hypothèses que j'offre à vous pour qu'on puisse discuter. Ce n'est pas encore une théorie fermée, mais je pense qu'à mon avis, il faut sortir notre réflexion de l'aspect national du développement. Le Brésil n'a pas réussi à développer toute son industrie, il n'a pas réussi à sortir du niveau d'un pays agro-exportateur. À mon avis, ce n'est pas là-dessus que se joue la crise actuellement. Okay? Et le capitaliste brésilien et les acteurs politiciens du PSDB, du PMDB et certains du DEM ont bien compris cela. Depuis longtemps, ils se sont associés aux grands capitaux internationaux sur la base de nouvelles associations dans lesquelles ils participent à part entière en tant que grands capitalistes. Alors, des arguments utilisés par la gauche brésilienne, c'est qu'il faut revenir, par exemple, à des concepts que Rui Mauro Marini, par exemple, c'était un type extraordinaire. J'ai beaucoup aimé Rui Mauro Marini à l'époque de mon université pendant les années 70, et pourtant je ne suis pas si vieux que ça, mais qui pensait la dépendance économique brésilienne et latino-américaine à partir de la sous-exploitation de la force de travail. Alors, ça me cause une espèce considérable parce que penser que le Brésil va retourner à une sous-exploitation pour reproduire d'une manière élargie les capitaux des grands capitalistes brésiliens, c'est quelque chose, à mon avis, qui c'est un moulin à vent. C'est-à-dire, la sous-exploitation, elle n'a jamais laissé d'exister. Et en plus, il faut penser, par exemple, on discutait tout à l'heure avec Salama, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, j'espère que oui. La Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reproduit une révolution industrielle du siècle, du 18e siècle, sous la base de la sous-exploitation de la force de travail. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui se joue au niveau des rapports de la Chine, de l'État chinois, par rapport au capitalisme mondial et à la logique de la reproduction du capital au niveau mondial. Elle mise sur les investissements dans la spéculation. La Chine, vous le savez mieux que moi, elle est possédante de plus de 40% de la dette publique américaine. Et alors, avec cela, on peut penser ce que ça veut dire la dépendance d'un pays comme la Chine. Ok? Alors, je pense qu'il faut changer cette manière de raisonner. C'est une hypothèse, encore une fois, je vous dis. Il faut penser plutôt à un système qui est arrivé au niveau du développement du capitalisme néolibéral, qui construit une espèce d'interdépendance mondiale, et c'est là dans tous les niveaux. Bien sûr, les contradictions, la concurrence entre les façons des capitaux, elles vont toujours exister jusqu'à la fin,
je ne sais pas si serait possible de penser, d'imaginer un grand capital supranational, mais en vérité, le grand capital brésilien et latino-américain, il fait sa logique, il investit, il se reproduit, comment dirais-je, d'une manière sans considérer, si on peut dire comme ça, les soi-disant intérêts des États nationaux, de l'État national brésilien dans les cas. Alors, la gauche brésilienne, je pense qu'elle est en train de confondre une chose très importante. S'il y a une dépendance au niveau des États nationaux et pourtant de l'État national brésilien par rapport, par exemple, à la géopolitique que les États-Unis inventent, ça ne se reproduit pas de manière mécanique par rapport à la reproduction du capital elle-même. Ok? Bon, une autre chose pour revenir à l'histoire du Brésil, et combien de temps j'en ai? 7 minutes. 7 minutes, d'accord. Pour revenir à l'histoire du Brésil, bien sûr, il faut penser dans la longue durée, il y a besoin de renouveler la vision qu'on a par rapport à l'histoire du Brésil, à la formation de la soi-disant bourgeoisie nationale. De tous les temps, d'ailleurs, le Brésil est le produit de la colonisation. Les agents de la colonisation qui ont donné lieu à des sujets historiques qui viennent former l'élite brésilienne, dans sa grande majorité, étaient associés aux intérêts internationaux. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne cherchaient pas sa partie, comment dirais-je, du profit mondial, de l'accumulation mondiale. Ok? Alors, c'est-à-dire que, du point de vue de l'histoire de la colonisation, de la longue durée de l'histoire économique brésilienne, il faut penser qu'il y a un moment où le Brésil coïncide très exactement avec ce que Marx appelait une substitution formelle du travail au capital, et cela va être surmonté à peine en 1750 par cette date, par la révolution industrielle, qui finalement, même en Europe, même aux États-Unis, même dans les pays les plus industrialisés au monde, va réaliser ce pronostic, ce diagnostic de Marx seulement à partir du taylorisme et du fordisme. Alors, c'est toujours une espèce de développement illégal qui se constitue et qui s'organise, mais pour vous dire qu'il n'est plus possible de soutenir une espèce, comment dirais-je, de la possibilité d'une bourgeoisie latino-américaine qui voulait s'émanciper du capital international. Okay? Il y a une inflation de la bourgeoisie, si on peut dire comme ça. Ces mots me semblent étranges aujourd'hui. C'est pas étrange? D'accord, très bien. Et je pense qu'il faut absolument changer cette manière de voir. Alors, on a passé tout un siècle, le XXe siècle, en croyant, une grande partie de la gauche brésilienne et latino-américaine, qu'il y avait une bourgeoisie régionale, nationale, intéressée dans une espèce de construction d'un capitalisme émancipé. Ça n'existait pas dans le passé, ça n'existait pas maintenant, ça ne va pas exister dans l'avenir. Si on veut revenir à ces fantômes, on va se casser la tête encore une fois d'une manière encore plus tragique. Ok? Bon, ceci dit, il y a toujours des contradictions, il y a toujours des inégalités, il y a toujours des formes d'approcher chaque situation dans les cas concrets, et c'est pour cela que nous sommes là. Je vous remercie, je pense n'avoir pas dépassé le temps, et pour cela je demande des applaudissements. Les intervenants, j'aimerais
poser une question qui est suscitée par l'intervention de Newton et de Marcia, qui est la suivante. Je crains beaucoup pour nos collègues brésiliens et notamment pour les jeunes chercheurs. Et je pense que vous avez déjà compris qu'il va y avoir un nettoyage dans l'université, il est déjà en cours. Donc toute cette idée de penser l'université comme lieu institutionnel de résistance, ça ne semble pas très réaliste. Il y a 40 ans, il y avait la Brooks en polo, oui, un communiste, qui accueillait quand même des universitaires qui se faisaient expulser des universités publiques, qui s'y trouvaient une place. Aujourd'hui, la Brooks en polo est sous l'emprise de la partie la plus réactionnaire de l'Église, donc elle ne sera pas un lieu d'accueil. Donc ma question serait de savoir quels sont les lieux dans lesquels les jeunes universitaires, comme vous, les jeunes chercheurs, quels sont les lieux que vous êtes en train d'investir pour poursuivre autrement ce travail pour la liberté. D'autant plus que, tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais c'est quand même remarquable, tous les collègues brésiliens parlent en français, etc. Alors, bon, au-delà du fait que c'est remarquable, etc., bon, bref, c'est que, en fait, il y a aujourd'hui une génération brésilienne qui a été formée grâce au financement public, en partie à l'étranger. Et donc, qui parle le français, comme elle parle l'anglais, comme elle parle l'allemand, comme elle parle l'espagnol, etc. Donc, du moment où les lieux où cette jeune génération a été formée au Brésil, c'est-à-dire les universités, deviennent des lieux impossibles pour la résistance institutionnelle. Et évidemment, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résistance et de pensée, de liberté au sein des universités. Mais en tant qu'institution, ce qui s'est passé à Santa Catarina, à Florianópolis, c'est ce qui va se passer ailleurs, et de façon encore plus dramatique. Il y aura moins de financement, etc. Donc, comment cette jeune génération est-elle déjà aujourd'hui en train d'investir d'autres lieux dans lesquels elle va rendre à la société ce que la société brésilienne, pendant 12 ans, lui a donné, c'est-à-dire la possibilité de se former, de réfléchir profondément, etc. Quels sont ces lieux, comment sont-ils investis aujourd'hui, et à votre avis, quels pourront être les fruits à en extraire dans le moyen terme? Alors ça, c'était une première question. Bon. Voilà, donc l'autre, c'est juste, en vous écoutant, une image m'est venue à l'esprit qui est la suivante. Bolsonaro n'est pas capable de grand-chose, de grand. Et ça le place dans la possibilité d'être un Arturo Rui qui devient un grand dictateur. Par contre, vous savez que l'expérience dictatoriale portugaise est quand même très récente. Je suis né encore sous la dictature. Bon. Salazar était un obscur ministre des Finances, venu de l'université de Coimbra, qui jouait un rôle mineur au gouvernement, jusqu'au moment où on lui accorde la présidence du Conseil des ministres. Et à ce moment-là, c'est fini. Pendant 48 ans, il installe un régime qui met tout le monde au pas, y compris les militaires. Et évidemment, un régime de capitalisme d'exploitation, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'à moyen terme, puisque Bolsonaro est une sorte de pantin, un incapable qui ne fait que créer des problèmes, plus avec ses enfants à la traîne, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Moro serait appelé à jouer un rôle plus sérieux encore au sein du gouvernement, et Moro est un petit autoritaire qui n'attend que le moment d'avoir le pouvoir. Et quand il l'aura, il le gardera. Est-ce que c'est une possibilité que vous envisageriez à partir de votre connaissance de la réalité brésilienne, ou c'est juste un délire de portugais qui se souvient pas de la portugaise? Et ta question s'adresse à l'ensemble de... La première plutôt à Newton et à... la seconde. Et la seconde à l'ensemble. Okay. D'autres questions? Moi, je voulais en poser une. Quand j'ai dit gros, ça m'arrange. Je voulais poser une question à Mayra sur le développement qui nous a parlé de l'histoire de la politique scientifique et technologique brésilienne. Moi, je voulais te poser une question plus directement axée sur la question de l'écologie. Parce que je semblais plutôt valoriser le passé. Et une question qui se pose, c'est quelle était la place, comment s'est introduit au fond dans cette politique scientifique et technologique la question de l'écologie. Aujourd'hui, Bolsonaro rencontre Trump et on sait qu'ils se sont mis d'accord pour dénoncer l'accord de Paris. Et on pourrait se demander, au fond, si du côté du monde scientifique et technologique,
il y a des forces de résistance, des forces d'opposition qui vont pouvoir contrer au fond, cette régression qui est en train de s'organiser au Brésil. Et ça pourrait peut-être s'appuyer sur le fait qu'à l'intérieur de ce milieu scientifique et technologique, la préoccupation écologique est importante. J'ai une deuxième question pour Newton et Marcia. Au fond, dans ce type de rapport entre le nouveau pouvoir et l'université, il y a deux choses. Il y a la politique répressive, d'un côté. Vous avez rappelé qu'elle était antérieure en fait à la loi de Sonarok. Il y a une politique de répression et aussi une politique de privatisation. Et à votre avis, comment ces choses-là sont-elles en train de se nouer? Parce que ce sont deux logiques qui sont relativement indépendantes. Enfin, en tout cas, qui peuvent se nouer, mais justement à partir de logiques différentes. Bon, Thaïsa, j'ai trouvé merveilleuse ta présentation et je voudrais que vous parliez un peu plus de cette lien entre la drogue et comme valeur marchandise et comment elle est utilisée pour exterminer la banlieue, la périphérie. Donc elle est quelque chose qui est à côté et qui est mis dans les milieux pour cette action. Et pour vous, Georges, ça c'est le côté économique. Moi je trouve que la théorie marxiste de la dépendance n'était pas liée dans ces dernières années, mais elle a été confirmée. Parce que le moyen de développement chez nous, les Latino-Américains, on a des modèles, par exemple, qu'on peut discuter, le modèle cubain, il y a le modèle chilien, qui était le laboratoire au contraire, il y a des modèles qui étaient au milieu, qui on a travaillé. Le Brésil est venu avec un troisième modèle, qui à la fin était prouvé que ce modèle ne marchait pas. La conciliation des classes, la concertation des classes, c'est ça ce que je voudrais que vous discutez ensemble avec l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'interdépendance internationale? Je voudrais que vous discutiez un peu plus sur ça. Merci. On fait répondre. C'était Marcel et Newton. Je crois que les Asiatiques, ils font toujours comme ça. Dernière question, c'est justement cette question, c'est très difficile, il faut penser. Je crois que le problème, ce n'est pas exactement où c'est possible de faire des résistances. C'est à partir de l'université ou non. Je crois que la nouveauté de cette contexte nous oblige à penser pas des lieux, mais des positions, des dispositions. Nos dispositions, peut-être en défense de la position de la transversalité institutionnelle, pas exactement choix une institution privilégiée pour faire des résistances. Je crois que c'est la nouvelle génération, c'est parfaitement ça. La politique, ce n'est pas un jeu institutionnel, même l'université publique. C'est un jeu des positions transversales, de faire des connexions, de faire des proximités avec les mouvements sociaux et l'université, etc. Et c'est une question très difficile d'expliquer pour moi, je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, le significant université publique au Brésil, c'est une chose de passé. La France de l'université publique, c'est une chose de passé. Même parmi nous, de gauche, c'est difficile de prendre ce discours à cause de beaucoup d'usages. Deuxième question. Tu respondais à ça? Les premiers voix du Mars.
pas grand-chose à dire. Sur la privatisation plus la répression, je crois que pour penser la privatisation, il faut comprendre qu'est-ce que tu veux dire sur privatisation. Parce qu'il y a un type d'extinction du système privé universitaire qui c'est une chose pas assez récente. C'est à partir de milieu de 90, et il y a une autre chose qui c'est plus compliqué, je crois, que c'est la privatisation par le mouvement interne de transformation des universités publiques. La dépendance du marché, la manière de penser qui c'est similaire au marché. Bon, enfin, ça, avec la répression, c'est les pires du monde pour les universités publiques. Et donc, il y a peut-être à voir avec la question de Joe, et aussi avec la présentation de Maïra. Quand on pense sur l'université aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce mouvement d'anti-intellectualisme qui détruit toutes ces institutions, c'est au-delà de l'université. Il y a aussi une université publique qui était jusqu'aux les années 2000 très élitiste. Donc je crois que l'anti-intellectualisme, il a certaines adhésions de la société à cette cause. Il était élitiste. Et quand ça commence à changer, il y a une réaction. Toutes ces choses sont mélangées. Je crois que pour penser l'université, vous pouvez aussi dire quelque chose, parce que tous nous sommes dans l'université. Bon, c'est ça. D'accord. Alors c'est moi. Ou c'est madame? Excusez-moi. C'est moi. Comme ça, après, s'il y a quelque chose, tu complètes. Alors, la question générale de notre ami Sardine, voilà, les sardines, elles sautent aussi, n'est-ce pas? Oui. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans mon exposé, je n'ai pas eu le temps de parler. Il y a, disons, au moins 3 tendances générales qui s'esquissent. À mon avis, Bolsonaro et son groupe, ses alliés, ils sont partidaires d'une recolonisation du Brésil. Ok? Ce n'est pas la position, par exemple, du PSDB. Bien sûr, ce n'était plus, je pense que jamais la position du PT, ni du Lula. Bien que la position politique générale en ce qui concerne le développement du capitalisme au Brésil par le PT, il n'y avait pas grande différence entre le programme du PT et le programme du PSDB. Ok? Et à ce moment-là, je pense qu'on peut dire qu'il y a une rupture avec des continuités. Alors, je pense qu'il revient dans sa tête, dans sa pratique, à une politique de recolonisation du Brésil. Mais lui, c'est un outsider très opportuniste. Il a occupé un vide laissé par le PSDB et par les partis de centre-droite et droite. Ok? Bon, alors, qu'est-ce que le PT va faire après? Je ne sais pas, mais je pense qu'il
le lulisme n'est pas capable de changer à 100% la politique qu'il a menée avant. Parce qu'il a une place, il cherche une troisième voie. C'était toujours son objectif. Et la preuve, c'est qu'il a laissé de côté ce qui lui a donné, je parle du PT et je parle aussi bien de Lula, son origine. Le PT, il surgit des grèves, des mouvements, des bases de travailleurs de ABCD paulistes. Ils ont abandonné ça, on ne sait plus où ça existe, la CUT, les organisations syndicales qu'il a constituées pendant 7 ans. Et alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de tout cela? Au niveau universitaire, je pense que je suis d'accord, mais je pensais que tu étais plutôt préoccupé avec la sécurité des professeurs, des collègues. Mais tu étais plutôt préoccupé avec les patrimoines scientifiques et culturels, les deux. Bon, alors, du point de vue de la sécurité personnelle, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment être préoccupé. Je pense qu'on a eu déjà plusieurs exemples de répression au niveau institutionnel et au niveau personnel. Ok? Alors, ceci dit, au niveau du patrimoine scientifique, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour continuer à faire de la recherche, à faire de la diffusion de la connaissance, parce qu'il y a eu, pendant toute l'époque du gouvernement Lula, une préoccupation des gens qui étaient à l'université, le recteur et toutes les instances de l'université, de diffuser, d'ouvrir l'université à la société. Alors, c'est l'inclusion, c'est les mots utilisés pour caractériser ces moments de notre politique. Ok? Alors, en ce qui concerne la question de notre ami, je ne sais pas de quel état tu viens du Brésil. De Rio. De Rio de Janeiro. Voilà, peut-être à Rio de Janeiro, c'est peut-être un peu plus difficile pour voir les moulins à vent qui la théorie de la dépendance peut encore faire revivre. Parce que c'est très difficile pour des gens. Bon, oui, Mario Marini était de Rio de Janeiro. Bon, bien sûr, ce n'est pas à cause de cela, mais c'est l'endroit où il y a eu plus d'influence. Et c'était une gauche qui était très critique à la tradition du national-populisme. Oui, Mario Marini, ok, la Polop, les partis ouvriers indépendants et tous ces courants politiques qui étaient organisés à l'époque des années 60-70 étaient contre le national-populisme. Mais aujourd'hui, je ne veux pas dire que sa théorie n'a pas de confirmation dans la réalité à un certain niveau. Je vais dire plutôt que le centre où se joue la dispute internationale pour la constitution d'une nouvelle domination, ce n'est pas, disons, reproduire le capital à partir d'une espèce d'industrialisation du Brésil, émancipation de l'Amérique latine, parce que c'était un programme, comment dirais-je, qui pouvait vraiment émanciper les capitales au Brésil. Il n'y a pas ça. Il n'y a plus de place pour cela. Et le capitaliste, les banquiers brésiliens, par exemple, le Bradesco, si le Bradesco était aux États-Unis, il serait le 8e banque américain. Ok? Alors, je vais dire par cela qu'ils ont depuis longtemps très bien compris. Ils ont très bien compris qu'il faut s'associer au courant qui se déplace au niveau international dans le marché mondial. Et à ce niveau-là, c'est Pierre Dardot qui m'a aidé à comprendre cela, même s'il ne sait pas, je te rends hommage maintenant, Pierre. Parce que c'était une critique qu'il faisait à Negri, en disant, voilà,
il y a des centres d'accumulation et de reproduction du capital, mais ces centres ne se localisent pas dans les binaires impérialisme et pays sous-développés ou pays dépendants. Ok? Alors je ne sais pas si tu arrives à suivre ce que je vais dire et si tu comprends la différence de la chose. Parce que, disons, une bonne partie du capital, par exemple, si tu prends la JBS, qu'est-ce que c'est la JBS? C'est un des plus grands exportateurs au monde de viande, peut-être le premier exportateur au monde. Il a acheté plus de 70 magasins qui vendaient ce viande aux États-Unis. Il a commencé comme une petite ferme à Goiás, à l'état de Goiás, une entreprise familiale, et les jours où il était emprisonné, il a fait un calcul, il a joué dans la bourse, il a gagné 1 milliard d'euros ou 1 milliard de reais, peut-être, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir ça dans la tête, faire la dimension, mais tout simplement dans la spéculation. Il savait ce qu'il allait faire. Alors, ce type, il dit à son frère, oh, regarde mon frère, tu restes dans la ferme, moi je vais ailleurs. Je vais investir à New York, je vais investir à Paris, à Tokyo, et tu restes là. Alors, je veux dire par cela, le grand capital international n'est pas capable de se libérer complètement de l'investissement direct dans la production. D'une manière définitive, il n'est pas capable de cela, parce que c'est là-bas qu'il y a la production de la valeur. Ok? Alors, mais ceci dit, penser que nous sommes dans une espèce de téléologie bourgeoise dans laquelle le Brésil va arriver au même niveau de développement industriel des autres pays, je m'en fous de cela. La bourgeoisie brésilienne, elle s'en fout depuis très longtemps parce que la grande bourgeoisie, elle a son argent ailleurs. Alors si on fait des alliances avec un projet pareil, on va se casser la tête. Sur l'écologie. D'accord. Merci Christian. Et en fait, la thématique de l'écologie a aussi beaucoup changé dans le dernière décennie, comme partout dans le monde. Et au début, aux années 82, quand il y avait le sommet de la Terre et tout ça, la thématique dans le monde, et pour nous aussi, était concentrée dans la question de la protection environnementale. Donc, ces changements de cette vision d'écologie comme préservation, tout simplement, vers une idée de développement durable, c'est qui a fait le changement, je crois, dans une certaine partie de la communauté scientifique. Parce que, même pour la gauche, cette idée de préservation était une contradiction avec l'idée du développement. Donc, aux années 90, même au début des années 2000, parler de l'écologie et parler de préservation, c'était parler contre le développement. Et c'est drôle parce que c'est le discours de maintenant, encore une fois. Bolsonaro vient de dire ça tout le temps. Non, le problème, c'est que l'environnement, il ne nous laisse pas développer. C'est une vision très ancienne. Mais quand cette idée de développement durable s'est développée, et je crois qu'au Brésil, la communauté scientifique a compris que comme nous avons beaucoup de ressources naturelles, ça pourrait être aussi un espace d'investissement dans la science et donc de développement scientifique et technologique en utilisant les ressources naturelles d'une autre façon. On pourrait donc faire une proximité entre écologie et développement qui s'est bien passée pendant que le conflit distributif était bien réglé. Et en plus, une autre chose que je trouve que c'était important pour cette idée du développement durable, c'était aussi le processus de démocratisation dans le sens que les populations de l'Amazonie, par exemple, auraient plus d'espace à parler dans le centre de recherche, dans le centre de décision.
Et donc pour eux aussi, était important de trouver un nouvel modèle de développement. Ce n'était pas ceux de militaires et même de la vision développementiste, comme on dit. La façon de dire, nous voulons un développement, oui, mais un développement différent de ce que vous parlez. Nous ne voulons pas être comme São Paulo, mais nous voulons un autre développement et il faut le faire avec notre spécificité, que c'est d'utiliser la forêt, les ressources et tout ça. Donc, ces changements a eu ces deux sens-là, comme tout le reste. Je crois que c'est pour finir, n'est-ce pas? Sinon, je reste en parlant, mais je crois que c'est ça. Je pense que la question plus importante, c'est qui utilise la marchandise troll. Parce que si la marchandise est comme quelques autres, c'est pas la différence. Mais si qui utilise dans la favela, si qui l'utilise vendre la drogue ou seulement faire l'utilisation dans la favela, ça justifie que le secrétaire de sécurité publique dit que nous devons tuer la faction criminelle, c'est-à-dire tuer les trafiquants, c'est-à-dire tuer tous les gens qui habitent la favela. Une chose différente se passe quand vous habitez dehors de favela. C'est une chose qui c'est impliquée à la santé, etc. Je ne sais pas si je réponds à ce que vous demandez. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question pressante? Respecter le temps, finir avant, c'est incroyable. Alors, on fait la pause? Ça. Oui, j'ai une question pour Georges, parce que je ne vais pas poser de questions. On a besoin du temps. Je vais parler de la gauche brésilienne, de la gauche nationale-populiste, mais tu as bien dit une autre idée de ce que pourrait être une gauche non nationale-populiste au Brésil. Si j'ai une idée. Oui, toi, tu dois bien avoir une idée. Mais seulement pour moi. Donc, Je n'ai pas discuté avec personne. Je vais essayer de discuter. Alors. tu fais tout seul à avoir une autre idée de la gauche? Jusqu'à ce moment, oui. Parce que je n'ai pas pensé à l'avenir, j'ai pensé à critiquer le passé et le présent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de la gauche dans l'avenir? Je ne sais pas. J'espère qu'on va nous retrouver ensemble.